Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de regarder ensemble les résultats de l'entreprise SoFi sur le troisième trimestre 2024. Ce qui s'est passé en bourse, on a eu beaucoup de volatilité sur 2 jours, vous voyez qu'on avait baissé de pas loin de 14% en intraday pour en reprendre plus de 17%. On va regarder ensemble la valorisation de l'entreprise et aussi et surtout mes chiffres que je vais vous partager, ma position aussi que j'ai en bourse sur cette action. Et en fin de vidéo, je donne ma conclusion, est-ce que j'achète encore, est-ce que je vends, est-ce que je conserve. Évidemment, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement, je vous partage mes chiffres, mais au final, faites votre propre analyse. C'est énormément d'heures de travail pour se construire des convictions sur quelque entreprise que ce soit. Mais il n'empêche que je peux quand même vous partager ce que je fais, etc. Et notamment, c'est quelque chose que je fais toujours quand j'ai une position en bourse, je vous le dis. Donc sur SoFi, j'ai 800 actions en portefeuille pour presque 60% de gains latents. J'ai un prix de revient unitaire à 6,88 $. D'ailleurs, l'entreprise a clairement tiré le portefeuille vers le haut avec d'autres titres que j'ai qui ont très bien fonctionné en ce moment, comme IMS, Tesla, Google, etc. Et vous voyez que là, le portefeuille, sur un an, il est à plus de 42%. Donc clairement, plutôt satisfait des achats qu'on a fait sur 2022-2023 qui sont en train de tirer tout le portefeuille. Au niveau de l'entreprise, on l'avait beaucoup acheté pendant presque un an entre mi-2023 et mi-2024 globalement. Alors dans la première partie de la vidéo, je vais un petit peu vous rappeler les fondamentaux qui font que je veuille investir sur cette entreprise. Évidemment, je vous invite à pousser votre analyse aussi si vous êtes sur l'entreprise ou si vous comptez rentrer dessus, surtout la partie qualitative, parce que les banques, c'est pas des business simples à analyser. Par exemple, n'allez pas me regarder le flux de trésorerie disponible, on en parlera plus tard, mais c'est pas du tout logique sur une banque. De la même façon, on a beaucoup de risques intrinsèques sur ces business. Sur SoFi, on avait eu la peur sur les crédits étudiants. Rappelez-vous aussi des obligations qu'il faut conserver à terme, parce qu'avec les taux qui sont remontés, on a des obligations que si les banques ne conservent pas à terme, on a des risques énormes. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank à l'époque, c'était typiquement le problème. Donc voilà, les banques, faut être prudent. C'est des entreprises pas simples à analyser et souvent risquées. Et vous allez d'ailleurs voir que moi, SoFi, je rentre pas dessus parce que c'est une banque. Et d'ailleurs, je suis pas un grand fan des banques. J'ai pas de banque en portefeuille. Et de la même façon, le fait qu'il y en ait beaucoup au S&P 500, c'est un truc qui m'embête un tout petit peu par rapport, par exemple, au Nasdaq. Mais personnellement, si je rentre sur SoFi, au-delà du fait que ce soit une banque, c'est pour notamment l'adoption client et des nouvelles générations. Ici, vous avez la courbe de croissance de nouveaux membres d'une année sur l'autre en trimestre, donc en 12 mois glissants. Et vous voyez que la courbe est assez impressionnante. Et regardez les taux de croissance qu'on a, vous les avez ici en bleu foncé au niveau de mon pointeur. C'est clairement pour moi une des banques des générations du futur aux États-Unis. Et je n'achète pas du tout l'entreprise pour la rentabilité actuelle. D'ailleurs, on va voir qu'il y a encore peu, elle n'était même pas rentable. Et je ne cherche pas non plus à la comparer à un JP Morgan, par exemple, qui est la plus grande banque du monde d'un point de vue qualitatif, parce que c'est pas du tout les mêmes clients à mon avis. Par contre, d'un point de vue des chiffres, on pourra le faire un petit peu plus tard pour voir justement quel serait le potentiel futur de SoFi quand l'entreprise sera beaucoup plus mature. Pour vous donner aussi des indices sur mon analyse et un petit peu pour pousser la vôtre, par exemple, l'entreprise SoFi dépense énormément en marketing pour sa croissance. D'ailleurs, vous pouvez aller voir les documents financiers vous-même si ça vous intéresse. Pour trouver ce genre d'infos, ça ferait un super exercice pour apprendre, à mon avis, si vous cherchez aussi à progresser en investissement. Et pour revenir aux dépenses justement qu'elle fait en ce moment, par exemple en marketing, je me poserai la question, est-ce que c'est une dépense ou est-ce que c'est un investissement? Parce que certes, on paye pour acquérir de nouveaux clients, mais quelle est la valeur long terme de ces clients pour l'entreprise? C'est des questions que j'aime me poser sur des business comme ça, qui ensuite ont une très bonne rétention. Une fois qu'on rentre dans une banque, généralement on a tendance à y rester si on est satisfait du produit. Et j'aime beaucoup les business comme ça, avec de la rétention client. D'autres exemples de points importants dans mon analyse qualitative, par exemple, je l'ai écrit là-haut aussi, la facilité entre une banque en ligne et une agence. Mais si vous regardez l'avantage compétitif qu'on a par rapport à des grandes banques qui ont des agences à chaque bout de rue, c'est le cas en France et vous avez un petit peu la même analogie aux États-Unis avec toutes les branches. Donc en fait, ce sont toutes les agences en local. La question, c'est est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir autant d'agences en local? SoFi, personnellement, c'est pas leur cas, donc ça leur fait économiser énormément de locaux, énormément aussi en salaire, etc. Et d'un autre côté, la concurrence, si on ferme la banque du bout de la rue, je pense qu'il y a 2-3 clients qui sont dans la banque depuis 50 ans qui vont pas être contents. Et pour moi, c'est un énorme avantage compétitif pour une banque comme ça qui n'a pas justement toute cette clientèle à gérer avec des coûts fixes énormes. Et enfin, c'est une entreprise agile avec une très bonne gestion au niveau de la direction. Le PDG a clairement de l'expérience. Il a été dans pas mal de comités de direction auparavant et je trouve l'entreprise extrêmement bien gérée depuis qu'il est arrivé aux commandes. Si on rentre un petit peu dans les derniers chiffres et les derniers résultats
résultats de l'entreprise. Déjà, si vous prenez le chiffre d'affaires, la croissance en 12 mois glissant est excellente. Vous voyez qu'on s'est baladé sur tous les derniers trimestres entre 22% au plus bas jusqu'à plus de 30%. Et là, on vient de faire 30% en un an. Donc l'entreprise continue clairement sa croissance. Et on la regardera tout à l'heure aussi sur les graphiques. C'est assez impressionnant si vous regardez sur le long terme. Je tiens aussi à préciser que dans mon analyse, que je vais vous montrer un petit peu plus tard, personnellement, j'étais très prudent. Pour 2024, j'avais prévu seulement 20% de croissance. Ils sont en train de faire beaucoup mieux. Et ça, je le dis souvent dans mes analyses, je suis très prudent déjà parce que j'aime faire des très bonnes affaires. Et vu la hausse que j'ai sur l'action, je ne l'ai clairement pas payé cher à l'époque. En tout cas, c'est ce que le marché pense aujourd'hui. Au final, le marché, c'est une machine à voter. Sur le court terme, quelqu'un a voulu me vendre les actions à 6,88$ au total sur mes 800 actions. Je les ai achetées avec plaisir et maintenant le marché pense que ça vaut beaucoup plus. Le marché fera bien ce qu'il veut sur le court terme et nous, notre travail, c'est de payer les entreprises à des bons prix d'après nos analyses. Je tiens aussi à dire que l'EBITDA est positif. Alors l'EBITDA, il y a beaucoup de débats dessus. Il n'empêche que c'est un indicateur que je trouve assez pertinent à utiliser sur les entreprises, notamment pour vérifier qu'elles sont pas loin de la rentabilité. Et d'ailleurs, dans le cas de SoFi, elle est même devenue rentable. Et ça, justement, c'est le prochain point et c'est un petit peu la leçon que je veux faire dans cette vidéo. SoFi, c'est une entreprise qui était détestée depuis des années en bourse. D'ailleurs, si vous allez regarder le graphique sur un an, vous voyez qu'elle a fait du surplace, à se balader entre 6$ et 8$. Elle était très critiquée, il y a eu beaucoup de peur par rapport au crédit étudiant, etc. En plus, l'entreprise n'était pas rentable, donc voilà, clairement, c'était pas une entreprise simple à analyser, il n'y avait même pas de PER. Cependant, comme on l'avait prévu dans notre analyse chiffrée que vous retrouverez sur la chaîne, j'ai fait d'autres vidéos à l'époque sur SoFi, notamment quand j'étais en train de l'acheter pas mal il y a quelques mois, eh bien on disait que l'entreprise allait certainement devenir profitable en 2024. Eh bien, ça y est, c'est le cas. On a un PER positif et maintenant, du coup, forcément, quand l'entreprise d'un coup devient rentable, même avec un PER élevé, il ne faut pas s'étonner qu'elle prenne 40 ou 50% en bourse en 2-3 semaines. C'est les infos qu'on avait partagées sur la chaîne et tant mieux si vous en avez aussi profité d'après votre analyse, vous l'aviez peut-être repéré aussi. Et pour ceux qui voudraient faire leur analyse maintenant, déjà, je vous invite, comme je vous le dis par exemple ici, à faire attention. C'est une banque, donc n'allez pas essayer de me faire des projections sur le flux de trésorerie. Clairement, ça ne va pas bien se passer puisque sur les banques, les flux de trésorerie n'ont rien à voir avec une entreprise qui pourrait fabriquer par exemple des produits dans l'industrie. Pensez plutôt à aller regarder tout ce qui est interest income, net interest income, on va le regarder après, le NIM qui est très connu pour les banques, aussi aller regarder l'état du bilan comptable. Donc voilà, pas mal de choses quand vous faites votre analyse. C'est les banques, c'est différent. Pour revenir sur mes chiffres quand même, sachant que moi à l'époque je voulais pas la payer plus de 8$ et des poussières comme vous le voyez ici au niveau de mon pointeur rouge. Maintenant, l'entreprise est devenue rentable. Je vais donc certainement remettre mes chiffres à jour. On arrive fin 2024 et je vais avoir des chiffres frais pour 2025 pour voir si dans le futur je pourrais continuer à l'acheter. Actuellement, à plus de 11$, je crois, si on retourne voir le graphique ensemble en direct, voilà, on est à plus de 11$. Je ne vais pas y toucher. Par contre, à 6,88$, mon prix de revient actuel, je suis bien content de l'avoir acheté clairement. Et si ça venait à baisser, je me poserai certainement des questions. D'ailleurs, en parlant de baisser, on en parle en conclusion, mais l'entreprise est très volatile. Comme je vous le montrais en intro, on a fait moins 14%, plus 17% en 3 jours, donc c'est tout à fait possible que l'entreprise baisse, mais ça on en reparle en conclusion. On va passer au graphique, mais juste avant, étant mon seul sponsor, sachez que pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage en bourse et en plus aussi soutenir tout le travail que je fais et la chaîne, vous pouvez nous rejoindre dans le programme. Vous aurez accès à tous les modules de formation pour apprendre justement à faire vos analyses d'entreprise, à projeter les chiffres, etc. Vous aurez aussi accès à mon portefeuille, des vidéos exclusives que je fais toutes les semaines, les fichiers d'analyse, mes achats et mes ventes, etc. Et aussi et surtout, évidemment, pendant plusieurs mois en appel individuel avec moi-même pour répondre à vos questions afin de ne pas se retrouver face à une énième formation vidéo préenregistrée. Premier lien en description avec moi-même si ça t'intéresse pour que je te présente tout le programme et pour nous rejoindre. On va continuer sur quelques graphiques pour l'entreprise, ensuite on fera la conclusion. Tout d'abord, si je vous mets la croissance en composé du chiffre d'affaires depuis que l'entreprise est rentrée en bourse, donc on le voit ici globalement fin 2020, début 2021, on a eu une croissance annuelle composée sur le chiffre d'affaires de plus de 40%. L'entreprise est jeune et elle est en très forte croissance. Beaucoup d'adoption, comme je vous le disais, et c'est ce qui m'a avant tout plu dans ce business. Au niveau de la marge nette, et là on va le retrouver ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on a réussi à la payer pas cher parce qu'elle n'était pas rentable et que ça faisait peur à tout le monde, surtout si on est juste sur un site internet et qu'on voit il n'y a pas de PER, entreprise pas rentable, après le choc de 2022 où toutes ces entreprises se sont fait massacrer, rappelez-vous, clairement les gens ne veulent plus y toucher, on a toujours des traumas. Par contre, si on repère une entreprise qui n'est pas rentable pour les bonnes raisons, parce qu'elle cherche pas à être rentable, elle cherche à trouver de nouveaux clients, eh bien on peut faire une affaire incroyable, surtout si ensuite elle redevient rentable. Ce qui a d'ailleurs été le cas, et vous voyez ici la marge nette en jaune qui était en négatif depuis des années, et ça y est, en 12 mois glissants, on vient de passer en positif. Sauf que si on était allé un petit peu plus loin qu'un site internet et qu'on s'était mis en trimestriel, et on regardait d'ailleurs les documents financiers sur la chaîne en trimestriel et on le voyait, l'entreprise gagne de l'argent depuis plusieurs trimestres, donc on pouvait le voir venir. Je voulais aussi vous comparer un petit peu l'entreprise à JP Morgan, notamment au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, pour vous rendre compte que ces entreprises n'ont pas grand chose à voir et c'est dur de les comparer sur des ratios de prix, et pourtant on le fera à la fin pour voir qu'en termes de valorisation, c'est pas
déconnant non plus. Si je vous mets la croissance sur le chiffre d'affaires de JP Morgan par rapport à SoFi, là sur 4 ans, globalement on voit qu'on a fait du 10% par an contre plus de 40% par an. Donc voilà, on n'est pas du tout sur le même type d'entreprise d'un point de vue de la croissance, et ça je vous l'avais dit en début de vidéo. Maintenant, je vais quand même vous montrer au niveau des marges pour vous montrer le potentiel futur et le fait que SoFi commence quand même à avoir des marges qui montent, et si elles continuent à monter, on aura vraiment un potentiel pour moi dans le futur, et c'est d'ailleurs ma thèse d'investissement, que sur le court terme, ils ne cherchent pas à être rentables, par contre sur le long terme, on aura de la rentabilité. Sachant que les banques sont des business très cycliques et on peut avoir des périodes clairement où on est plus ou moins rentable. Je tenais quand même à vous montrer qu'au niveau de la marge nette sur JP Morgan, on se balade sur des chiffres, comme vous le voyez ici, qui sont autour de 25 à 30%. Et personnellement, aimant être très prudent dans mes analyses, regardez moi ce que j'ai mis sur la marge nette sur SoFi dans le futur, je me suis calé sous les 20%, donc largement en dessous de JP Morgan. Pourquoi ? Parce que je veux toujours que mes chiffres soient très conservateurs, parce que j'aime les bonnes affaires. Donc voilà, clairement, je pense que je suis très prudent sur la rentabilité future de l'entreprise, surtout pour une banque qui sont des entreprises qui peuvent quand même gagner beaucoup d'argent. On va rapidement regarder les valorisations, prix par rapport au chiffre d'affaires. Vous voyez que pendant une longue période, notamment là tout 2024, quand justement le chiffre d'affaires de SoFi continue à augmenter, on avait un prix par rapport au chiffre d'affaires globalement pas très loin de celui de JP Morgan. Et actuellement, vous voyez qu'on est à 4,7 avec la grosse hausse qu'on vient d'avoir en bourse, tout simplement parce que le numérateur, donc la capitalisation boursière dans le cas de ce ratio, s'est fortement apprécié. On a vu l'appréciation du titre en bourse, donc on a un ratio un peu plus élevé. Mais si vous regardez sur le long terme, sur le prix par rapport au chiffre d'affaires, on n'est pas beaucoup plus cher que JP Morgan. Par contre, on a beaucoup plus de croissance et on a quand même un business model qui, moi, m'intéresse beaucoup d'un point de vue de l'adoption. Par contre, si on regarde le PER, et ça on le verra dans ma conclusion, on est extrêmement élevé sur SoFi et je ne serais pas du tout étonné que bientôt on a un narratif du type le PER est trop élevé, vendez l'action, c'est pas possible. Il y a 6 mois on nous disait l'entreprise gagne pas d'argent, ça va pas du tout, maintenant ce sera le PER est trop élevé. Et on aura toujours des histoires comme ça, c'est de l'émotionnel, c'est normal, la bourse fait ça sur le court terme. Je voulais aussi vous montrer le NIM, donc le Net Interest Margin, qui est extrêmement important à regarder sur les banques, puisque c'est un des moyens principaux qu'utilisent les banques pour gagner de l'argent, et vous voyez que sur SoFi on se balade entre 5 et 6%. Sur JP Morgan, ils ne le donnent pas dans les documents financiers, étonnant, et quand on gratte un petit peu ou qu'on va le faire calculer, globalement on se retrouve autour de 3%. Donc Net Interest Margin assez élevé, attention évidemment ça peut clairement évoluer, si les taux d'intérêt réels baissent, et bien ça va baisser aussi. Mais si les taux d'intérêt réels baissent, et bien ce qu'on perd en marge, on le retrouve sur le fait que plus de clients prennent des crédits puisqu'il y a moins de taux, donc souvent ça se compense dans les banques. Et le dernier point que je voulais vous montrer, et c'est aussi pour moi, pour m'en souvenir dans le futur, c'est toujours les analyses. Vous savez que je les regarde pas souvent parce que je considère qu'ils sont plus en train de suivre le prix de l'action que de vraiment analyser ce que vaudra l'action dans le futur. Vu que l'entreprise vient d'exploser en bourse, ils se sont pas encore mis à jour, ils sont toujours à 8$, et je suis sûr que si on revient dans 6 mois et que l'entreprise est à 11$, ils vont tous se mettre à 11$. Donc encore une fois, si je fais ça, c'est évidemment avec un petit peu de sarcasme, mais comme ça, ce sera enregistré dans une vidéo, et on pourra regarder dans 6 mois où ils se sont mis les analystes. Et là, il y a plein d'entreprises où ils sont en train d'ajuster à la hausse et à la baisse à chaque fois, à la suite des résultats. C'est toujours très amusant qu'en fait très souvent ils sont juste en train de suivre le prix de l'action. Bref, si je vous dis ça, c'est déjà pour le suivre dans le temps, pour se le prouver à soi-même, et aussi et surtout pour mettre un rappel de prudence. Les analystes, ils sont aussi là pour faire leur business. Cependant, comme vous le voyez, je vous le dis un peu sur le ton de l'humour, parce que évidemment les analystes sont très utiles, notamment c'est eux qui posent toutes les questions en conférence, très souvent des questions pertinentes, donc ils font aussi leur travail, mais on ne peut pas non plus leur critiquer qu'à un moment leur gagne-pain c'est de mettre des prix cibles, et il faut qu'ils soient le plus près possible de l'action, puisque évidemment c'est comme ça que sur le long terme ils prouvent qu'ils sont bons et qu'ils gagnent de l'argent. Donc c'est un business comme un autre, ils ont leur utilité, mais je vous disais ça surtout parce que ne vous fixez pas toujours là-dessus pour vos analyses, essayez d'aller un petit peu plus loin à mon avis. Au niveau de la conclusion, je me permets de prendre mon temps, car ma position elle est construite globalement. Vous voyez que je suis pas loin des 9000 $, je veux pas monter beaucoup plus, ça reste une banque, ça reste une petite capitalisation boursière, c'est des entreprises qui sont quand même intrinsèquement un peu risquées, donc pour l'instant je vais pas en acheter plus. Je tiens à le dire, on est en ligne avec mon analyse, comme je vous le disais, si je prends ce que j'avais prévu pour 2024, ils sont en train de faire mieux. Maintenant on verra 2025, 2026, je continuerai à suivre l'entreprise. Entreprise étant maintenant rentable aussi et ayant une capitalisation boursière, je crois pas loin des 10 milliards, peut-être une opportunité pour un jour rentrer au S&P 500 dans 6 mois, dans 1 an, si l'entreprise continue à bien se comporter. On verra et on suivra ça. Comme je vous le disais, je vais remettre mes chiffres à jour, je pense que c'est important de savoir où je vais, j'en ferai d'ailleurs très certainement une vidéo pour les membres du programme, et évidemment pour tout le monde sur YouTube, on continuera à suivre l'action dans le temps, je continuerai à vous montrer de temps en temps la position comme je le fais, je peux pas montrer toutes les positions dans chaque vidéo, mais de temps en temps, comme vous le savez, je vous tiens au courant, et si un jour je venais à le vendre, vous le saurez aussi. Je voulais aussi vous dire que ça pourrait clairement baisser à nouveau, et c'est ok.
Tant que l'entreprise continue à faire ce qui est prévu, qu'elle exécute selon mon plan, on en reparle dans 10 ans. Je continue à la suivre, mais si tout se passe bien, j'ai pas de raison de la vendre. Maintenant aussi, comme je vous le disais, ça pourrait très bien baisser par exemple parce qu'on pourrait avoir un nouveau narratif dans les médias du type le PER est trop élevé, mais qui va acheter une banque avec un PER de 90 sans aller regarder les marges qui sont très faibles volontairement, sans aller regarder la croissance, etc. Donc toujours aller plus loin qu'un article de journal ou qu'un indicateur sur un site internet. Et au final, rester rationnel. Personnellement, je suis satisfait de ma position et de mon prix de revient unitaire. Je sais combien je veux la payer au maximum. Je vais peut-être mettre à jour ce prix en refaisant une analyse. Mais au final, voilà, maintenant, en ce moment, elle est trop chère. Je repère d'autres entreprises qui, d'un point de vue de mon analyse, qui sont souvent conservatrices, on est à des bons prix. On passe sous ce prix, on achète, on est rationnel, on ne suit pas la nouvelle tendance, on ne fait pas les moutons à essayer de trouver la nouvelle action qui est au plus haut et on a peur d'avoir raté le coche donc on va l'acheter. Non, comme je le disais, on garde les pieds sur terre, on a les actions qui nous intéressent, personne n'en vend en ce moment, ils veulent nous les vendre à des prix complètement bradés comme ça a été le cas en 2023 et 2024 et clairement ça paye dans le portefeuille aujourd'hui comme vous le voyez au niveau de mon pointeur rouge et je continue sur cette stratégie qui paye clairement pour moi sur le long terme et qui aussi surtout me permet de dormir sur mes deux oreilles parce que j'ai une approche rationnelle et je sais pourquoi je le fais et en plus j'enregistre tout sur YouTube. Donc quand j'ai un doute, je reviens sur une vidéo et je sais pourquoi j'ai pris mes décisions, ce qui me permet aussi d'apprendre. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, on peut en parler en commentaire, en DM sur Instagram ou encore sur le Discord. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.